République démocratique du Congo, le procès de l'opposant Moïse Katumbi pour recrutement présumé de mercenaires a été renvoyé au 10 octobre. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi la Cour suprême de justice. Au Mali, le président Ibeka aura forte affaire face à de nombreux candidats d'opposition. Natif de Ségou, Modibo Kone sera l'un d'eux à la tête du mouvement Malikanou. Halima Bentouré nous le fera découvrir. Au Maroc, la condamnation à de lourdes peines de prison des meneurs du Irak suscite incompréhension et indignation. Des centaines de personnes ont tenu à manifester en soutien aux frondeurs. Nouveau journal sur Sika. Bienvenue, bonjour. Le procès de l'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi Tchapoué, pour recrutement présumé de mercenaires a été renvoyé au 10 octobre. C'est ce qu'a indiqué ce mercredi à Kinshasa la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo. Images et son. La Cour estime qu'elle n'est pas saisie à cette date, a déclaré le juge président Touka Ika à l'ouverture de ce procès, qualifié de politique par les 200 à 300 partisans de Moïse Katumbi réunis à l'extérieur du tribunal. L'ex-gouverneur du Katanga et riche homme d'affaires est candidat déclaré à la présidentielle du 23 décembre, supposé organiser le départ du président Joseph Kabila. En exil de fait à Bruxelles depuis mi-2016, Moïse Katumbi affirme qu'il va venir déposer sa candidature entre le 24 juillet et le 8 août. On l'accuse d'avoir monté une équipe de mercenaires contre la République. Et nous sommes ici pour dire non à ce procès, que nous disons c'est un procès politique. C'est justement un acharnement contre la personne de Moïse Katumbi Tchapoué. Il viendra au mois de juillet, avant le 8 août, Moïse Katumbi sera ici pour déposer sa candidature. Les autorités répètent qu'il doit toujours répondre de sa condamnation à 3 ans de prison dans une autre affaire dont il conteste tout fondement. Dans cette affaire de recrutement de mercenaires, Katumbi est poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État avec 6 co-accusés, dont un Américain. Les avocats ont contesté son renvoi devant une juridiction dont les jugements sont sans appel. Moïse Katumbi n'est pas justiciable devant la Cour suprême de justice. Et nous avons compris que ce sont des manœuvres dilatoires tout simplement parce qu'ils savent que la Cour suprême de justice juge en premier et en dernier ressort, justement pour accélérer la procédure de sa condamnation afin que son casier judiciaire soit entaché. À cause de la précipitation pour empêcher Moïse Katumbi de se présenter à la présidentielle, des irrégularités criantes ont été enregistrées dans la procédure selon Maître Joseph Mukendi du collectif d'avocats de la défense qui a félicité la Cour pour sa décision de renvoi. Dans le Haut-Katanga, région d'origine de Moïse Katumbi, ses partisans ont affirmé qu'ils avaient été empêchés de se réunir mercredi matin à Kasumbalesa, à la frontière zambienne. Dans la course à sa propre succession au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta aura forte affaire face à de nombreux candidats d'opposition. L'un d'eux a officiellement déclaré sa candidature le 16 juin dernier à Ségou, dans sa ville natale, située à 250 km de Bamako. Son portrait avec notre correspondante au Mali, Halima Bentouré. Né le 17 septembre 1958 à Ségou, Modibo Kone est étiqueté par ses partisans comme le candidat du développement. Après sa déclaration officielle de candidature le 16 juin dernier, l'icône du mouvement Malikanou entend désormais mettre ses nombreuses expériences acquises au cours de sa riche carrière au service de son pays. Une élection présidentielle du 29 juillet 2018 dont le fin mot reste pour lui la refondation du Mali pour que les Maliens soient fiers de leur pays, basé sur un projet de société calé sur le développement, la paix et la sécurité. Cette candidature est drainée par le fait que nous voulons faire notre pays, nous voulons changer notre pays, nous voulons refonder notre pays. Nous voulons faire en sorte que les Maliennes et les Maliens, après le 29 juillet 2018, se ressentent de notre pays. Soutenu par le mouvement Malikanou, Modibo Kone se fixe comme objectif Koulouba au soir du 29 juillet 2018. Confiant il est, mais exige des élections transparentes. Avec les hommes et les femmes qui m'entourent encore, que je remercie de passage, dans le mouvement Malikanou, des femmes, des jeunes, nous pensons qu'on n'est pas inquiet de la situation. Seulement, nous souhaiterons que ceux qui organisent ces élections
l'organise dans la transparence et dans la sincérité. Et au soir du 29 juillet, que tout le Mali puisse être concerné par ces élections, parce que nous pensons que les élections, c'est une fête. Modibo Koné a occupé de nombreux postes de responsabilité. Au Mali, après son passage à l'Office du Niger, il est bien connu pour avoir été le président directeur général de la compagnie malienne des textiles CMDT. En Afrique, il occupa plusieurs postes à la Banque ouest-africaine de développement. Entre autres, chargé de mission des projets de la division infrastructure et de l'énergie, chef de mission résidente au Sénégal et en Guinée-Bissau, ou encore directeur des opérations. On reste au Mali où l'armée est accusée par les Nations Unies d'avoir exécuté 12 civils de la communauté Peul le 19 mai dernier lors d'un marché de bétail à Boulkessi dans le centre du pays, et ce, un mois avant la présidentielle du 29 juillet prochain. Le Premier ministre malien a estimé ce mercredi avoir pris les mesures qui s'imposent après la mort le 19 mai dernier de 12 civils exécutés par l'armée dans le centre du pays. Il affirme notamment que des officiers aptes à gérer ces situations de tension ont été postés dans la zone. Cette décision du Premier ministre malien intervient quelques heures après que la mission des Nations Unies au Mali ait accusé l'armée de ces crimes. Lors d'un entretien avec des journalistes à Paris, le Premier ministre Soumaïlou Boubèye Maïga, actuellement en visite en France, a dit regretter et déplorer cette exécution, tout en ajoutant que ce sont des incidents qui vont avec ce type d'intervention. Malgré cette situation dans le centre, Soumaïlou Boubèye Maïga n'est pas inquiet pour le déroulement de l'élection présidentielle du 29 juillet prochain dans cette région, estimant que ces incidents sont très localisés. Le plus important, a-t-il renchéri, c'est que nous avons pris les mesures disciplinaires qui s'imposent en retirant les militaires impliqués du théâtre d'opération et en confiant leur dossier au procureur militaire. Ces violences qui se multiplient entre communautés dans le centre du pays opposent depuis 3 ans des Peuls traditionnellement éleveurs et les ethnies Bambara et Dogon pratiquant majoritairement l'agriculture. En bref et en images, reprise ce mercredi à Lomé du dialogue entre l'opposition, le gouvernement togolais et le parti au pouvoir, l'Union pour la République. 3 choses sont à retenir à la fin de cette journée marathon de la reprise du dialogue intertogolais. Dans un premier temps, le gouvernement devra poursuivre les mesures d'apaisement, notamment la libération des personnes arrêtées pendant les manifestations de toutes les villes, à savoir Bafilo, Sokodé, Mango, jusque-là interdites de manifestation, pourront en faire. Ensuite, l'actuel Parlement, dont le mandat arrive à terme le 19 août prochain, selon la Cour constitutionnelle, pourra également poursuivre ses travaux. Selon le communiqué final de cette rencontre, le préparatif des élections prévues à cette échéance reste suspendu, tout en sachant que ces élections devront se tenir avant la fin novembre 2018. Je l'annonçais en titre au Maroc, la condamnation à de lourdes peines de prison des meneurs du mouvement de protestation qui a agité le Maroc en 2016-2017 suscite des réactions d'incompréhension et d'indignation dans le royaume. Plusieurs dizaines de personnes ont tenu à manifester en soutien aux frondeurs dont les leaders ont écopé de 20 ans de prison. Les détails. Les autorités marocaines, elles, assurent que le procès s'est tenu conformément aux normes de la justice internationale en présence d'observateurs indépendants et de médias. Le leader du mouvement, Nasser Zebsafi, et 3 de ses compagnons ont été condamnés à 20 ans de prison pour atteinte à la sécurité de l'État. Jugés avec eux, 49 autres militants ont écopé de peines comprises entre 1 et 15 ans de prison. Les prévenus ont boycotté les dernières audiences en dénonçant, dans une déclaration commune, la partialité de la justice. Personne n'a jamais imaginé que des jeunes qui sont sortis, ça fait 1 année, et à travers un procès qui a duré plus de 90 procès audiences, qui est revendiqué des revendications à caractère social, à savoir un hôpital, une université et un emploi. Et donc que ces jeunes, une fierté de RIF, plus de 680 jeunes ont été condamnés à des peines qui vont jusqu'à 308 années de prison. Une pétition lancée sur Internet pour une loi d'amnistie générale des citoyens condamnés dans les procès du Irak RIF a enregistré 2900 signatures en quelques heures.
Aujourd'hui, les Marocains sortent par dizaines, par centaines et par milliers dans différents lieux à travers des manifestations, des marches ou des grèves générales, car c'est un comportement très naturel devant le surréalisme de ces jugements. Donc, c'est tout à fait normal de voir ce genre d'indignation, car depuis hier et jusqu'à aujourd'hui, la plupart des Marocains dénoncent ce genre de jugement. Mercredi, quelques centaines de manifestants se sont rassemblés devant le Parlement à Rabat, brandissant des photos de Zef Safi, des banderoles Liberté pour les détenus du Irak et des drapeaux berbères et scandant des slogans contre la corruption. Dans la nuit de mardi à mercredi, des rassemblements ont eu lieu à Al-Oseiba, épicentre du mouvement, et dans la cité voisine d'Imzouren, où un collège a été incendié selon des médias locaux. Sollicité pour un geste de clémence, le Premier ministre Saad Eddine El Othmani a affirmé que la justice est indépendante du gouvernement et qu'il faut attendre la phase d'appel. Le rapprochement en cours entre l'Éthiopie et l'Érythrée a été ce jeudi salué par l'ONU. La rapporteuse spéciale de l'organisation sur l'Érythrée a appelé les parties à ne pas oublier dans leur discussion le caractère central des droits de l'homme. L'appel de la rapporteuse spéciale de l'ONU sur l'Érythrée intervient alors que l'ONU et l'Érythrée ont vanté les mérites de la paix mardi à Addis Abeba. C'était à l'occasion de la visite historique d'une délégation gouvernementale érythréenne destinée à mettre un point final à la guerre et à des décennies d'hostilité entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique. L'envoi de cette délégation a été décidé par le président érythréen à la suite d'une ouverture du régime éthiopien. Chose inimaginable il y a encore quelques semaines. Le chef de l'État éthiopien a pris ses fonctions en avril et a depuis amorcé un train de réformes sans précédent. Au nombre de ces bouleversements, l'annonce début juin de son intention d'appliquer l'accord de paix signé en 2000 avec l'Érythrée et les conclusions de la Commission internationale indépendante sur la démarcation de la frontière. La rapporteuse spéciale, qui a présenté son dernier rapport au Conseil des droits de l'homme, a appelé le Conseil à renouveler le mandat de rapporteur spécial sur l'Érythrée, question qui sera discutée le 5 ou 6 juillet, et a également demandé à la communauté internationale de ne pas renvoyer les réfugiés érythréens dans leur pays, où ils sont considérés comme des traîtres. Et pour finir, drame basé sur les violences intercommunautaires au Nigeria, les heurts entre éleveurs peuls musulmans et agriculteurs chrétiens qui ont éclaté au cours du week-end dernier dans le centre du pays ont fait d'énormes dégâts. Le gouverneur de l'État, Simon Lalong, parle de plus de 200 morts. Les précisions. Le week-end a été particulièrement sanglant dans le centre du Nigeria. Dans un discours publié mercredi et adressé au président Muhammadu Buhari, le gouverneur Simon Lalong a dit regretter la perte douloureuse de plus de 200 personnes tuées par des membres présumés de l'ethnie Peul. Ce chiffre est bien plus supérieur aux 86 morts précédemment avancés par les forces de police locales. L'association des éleveurs de bétail, Mieti Allah du Nigeria, a affirmé de son côté que les milices civiles des Berom et les Irigwe ont attaqué des villages Peul ainsi que leur bétail au cours des derniers mois. Cependant, ils nient leur implication dans les récentes tueries. Le président Muhammadu Buhari, ancien général originaire du nord du pays, a rejeté toutes les accusations selon lesquelles il soutenait la communauté peul et musulmane, alors qu'il est fortement critiqué depuis plusieurs mois pour son inaction face à la crise qui cristallise toutes les tensions dans le pays. Les prochaines élections générales et présidentielles se tiendront en février 2019 et beaucoup s'inquiètent des récupérations de groupes criminels à des fins politiques, mais aussi la tournure ethnique et religieuse que prend ce conflit dont le premier enjeu est l'accès aux terres fertiles. Et voilà qui met un terme à cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi.